Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystère. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bachplémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symboles des 2 côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade.
Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre, une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Quand nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. C'est comme si l'archéologie s'était récemment éveillée, avec l'ambition soudaine d'enflammer l'actualité par des révélations capables de transformer notre vision du passé. De la découverte de fossiles de dinosaures en Iowa, à la traduction de mauvais présages gravés sur des tablettes babyloniennes, l'histoire révèle plus de secrets qu'elle ne l'a jamais fait. Lorsque le Vésuve entra en éruption en 79 de notre ère,
il figea la cité dans le temps. Certaines des découvertes les plus marquantes furent profondément émouvantes, comme cette femme parée d'un bracelet d'or, tenant un enfant dans ses bras, ou ses deux sœurs étreintes par la peur. C'était du moins l'interprétation des scientifiques. En 2024, des analyses ADN de pointe ont remis en cause ces lectures anciennes. La mère de la maison du bracelet en or s'est avérée être un homme arborant un bracelet de 30 carats. Quant à l'enfant, il n'existait aucun lien de parenté entre eux. Et les deux sœurs? L'une était en réalité un homme, l'autre reste une énigme. Certains pensent à un couple, mais la vérité demeure enfouie dans les méandres du temps. En parlant de réécrire l'histoire, une autre découverte bouleversante nous vient de la Babylone antique. Des archéologues ont récemment déchiffré des textes vieux de 4000 ans, qui se sont révélés porteurs d'annonces particulièrement funestes. Ces textes, que l'on pense originaires de Sippar, ville proche de l'Euphrate dans l'actuel Irak, évoquent les éclipses lunaires, ces moments où l'ombre de la Terre obscurcit la Lune, que les Babyloniens considéraient comme de mauvais présages. Une éclipse pouvait annoncer des fléaux, des pénuries, voire l'effondrement du royaume. Mais l'aspect le plus surprenant est que les Babyloniens avaient mis au point des stratégies pour contrer ces mauvais augures. Ils convoquèrent des prêtres pour accomplir des rituels, ou consultèrent des oracles pour obtenir conseil. Ces anciens astrologues prenaient leur fonction très au sérieux. Il ne s'agissait pas seulement d'observer les astres, mais bien de protéger le royaume. Auguste, premier empereur de Rome, n'était sûrement pas un personnage anodin. Les archéologues avaient déjà mis au jour les vestiges de ces luxueuses villas, lieux de fête et de pouvoir. Mais ils pensent désormais avoir localisé l'endroit où il aurait été inhumé. Aux abords de Naples, une structure ancienne a été découverte sous les fondations d'une villa. On y a trouvé un dispositif similaire à un système de chauffage moderne, sans doute destiné à alimenter des thermes. Des rayons entiers d'amphores suggèrent que l'endroit aurait été reconverti en lieu de culte. Bien que la nature exacte des lieux demeure incertaine, s'il s'agissait de la dernière demeure d'Auguste, l'impact sur notre compréhension de l'histoire serait majeur. Tandis que la Rome antique continue de livrer ses secrets, les fameuses lignes de Nazca au Pérou dévoilent elles aussi des aspects ignorés. Ces géoglyphes monumentaux, façonnés il y a plusieurs millénaires, n'avaient été explorés qu'en partie. Jusqu'à maintenant. Des chercheurs ont entraîné une intelligence artificielle pour analyser 630 km² de terrain. Grâce à cet outil, ils ont identifié plus de 300 nouveaux dessins, incluant des lamas, des silhouettes humaines et des visages étranges. L'algorithme, initialement conçu pour décrypter des manuscrits calcinés du Vésuve, a permis de doubler le nombre de motifs connus. L'histoire ancienne entre ainsi dans l'ère numérique. En Bulgarie, des archéologues ont fait une trouvaille inattendue dans un lieu peu propice à l'émerveillement, un égout. En 2024, les chercheurs ont exhumé une statue en marbre de 2 mètres de haut représentant Hermès, le dieu grec des voyageurs et du commerce, parfaitement conservée sous plusieurs couches de terre. Selon les experts, la statue aurait été dissimulée après un tremblement de terre survenu en 388 après Jésus-Christ, qui avait gravement endommagé la ville. En cette période, le paganisme reculait tandis que le christianisme s'imposait comme religion officielle de l'Empire romain. Nombre d'idoles furent détruites. Mais il semble que certains habitants aient choisi de préserver leurs dieux en les cachant sous terre. Explorer le lit de la Tamise s'apparente à fouiller sous votre lit, mais en nettement pire. Ce fond boueux regorge d'objets abandonnés, parmi lesquels une police de caractère légendaire. Au début du XXe siècle, 2 hommes inventèrent la police de caractère Dove, destinée à l'impression d'ouvrages raffinés. Mais à la suite d'un conflit violent, l'un des créateurs jeta l'ensemble des caractères métalliques dans le fleuve. Un siècle plus tard, en 2014, un designer désireux de ressusciter cette typographie se lança dans une quête. Et, en 20 minutes à peine, il retrouva les premières lettres. Grâce à l'intervention de plongeurs, d'autres furent récupérés. Certains de ces caractères ressuscités sont désormais visibles dans un musée. Il ne se passe pas grand-chose dans l'Iowa, ce qui explique pourquoi la découverte d'un squelette de mastodonte vieux de 13 000 ans a fait sensation. En 2022, un chercheur a reçu la photo d'un fémur géant, probablement issu d'un animal préhistorique. Il a fallu 2 années entières pour réunir les fonds nécessaires à l'excavation. Mais en 2024, les archéologues ont enfin pu commencer les fouilles.
En 12 jours, ils ont exhumé un crâne de mastodonte remarquablement bien conservé. Une première pour un État du Midwest. Voilà une découverte qui aurait de quoi rendre jaloux Indiana Jones. Et pour cause, elle a eu lieu à Petra, l'ancienne cité jordanienne visible dans l'un des films. Sous le trésor de Petra, les archéologues ont mis au jour une chambre vieille de 2000 ans contenant au moins 12 squelettes ainsi que des objets en bronze et en fer. Construite par les Nabatéens, cette pièce offre de nouvelles perspectives sur leur rituel funéraire encore très mal connu. L'un des éléments les plus étonnants, un calice en céramique que l'un des squelettes serrait dans ses mains. Au Pérou, les archéologues ont fait une découverte qui bouleverse les manuels d'histoire. Une souveraine précolombienne. Sur le site vieux de 16 siècles de Pañamarca, les scientifiques ont mis au jour une salle du trône ornée de fresques éclatantes. On y voit des femmes en train de filer ou de tisser, des hommes portant la couronne, et même une femme couronnée en train de s'adresser à un homme-oiseau. Cette découverte laisse penser que les femmes moches n'étaient pas que des figures religieuses, mais qu'elles détenaient également un véritable pouvoir politique. Les micro-maisons sont un concept très actuel, mais les archéologues pensent en avoir trouvé une version antique à Pompéi. Contrairement aux demeures romaines traditionnelles, avec leur vaste atrium destiné à recevoir, celles-ci n'en possédaient pas. En revanche, elles regorgeaient d'œuvres d'art. À l'intérieur, on a découvert un autel décoré de peintures représentant rapaces, moineaux, serpents et plantes. L'autel abritait aussi des objets rituels comme une lampe et un brûleur d'encens, ce dernier contenant encore des résidus d'herbes parfumées. En 2021, des chercheurs explorant le fond de la mer Baltique ont découvert un mur de pierre gigantesque dissimulé sous l'eau. Long de 2,5 km, le Blinker Wall pourrait bien être la plus ancienne construction humaine d'Europe. Situé à 20 mètres de profondeur, il se compose de quelques 1400 petites pierres. Agencé entre 300 énormes blocs rocheux pesant jusqu'à 142 tonnes. Daté de plus de 10 000 ans, le Blinker Wall est plus ancien que Stonehenge ou les pierres de Karnak. Il aurait été bâti à une époque où la zone n'était pas encore submergée. Les scientifiques pensent qu'il servait à la chasse aux rennes, en guidant les animaux vers un lac où ils pouvaient être capturés. Ah, et puis, il y a cette dalle de granit découverte dans la région d'Abydos, en Égypte. On pensait d'abord qu'elle appartenait à 2 dignitaires influents de l'Égypte antique, mais de récentes recherches ont révélé qu'il s'agissait en fait d'un fragment du sarcophage du pharaon Ramsès II, l'un des pharaons égyptiens les plus renommés. Un chercheur a identifié sur cette dalle une gravure précieuse, mentionnant le nom de Ramsès II. Ce grand roi a gouverné l'Égypte il y a plusieurs millénaires. Et après sa mort, son tombeau a été pillé, entraînant plusieurs déplacements de sa dépouille et de ses objets funéraires. Cette découverte indique que certains biens de Ramsès sont resservis après le saccage de sa sépulture. Elle illustre aussi le fait que les tombes de l'Égypte antique faisaient souvent l'objet de pillages, les objets précieux qu'elles contenaient étant ensuite remis à profit. Tout récemment, un événement inattendu a eu lieu lors d'une fouille menée à Norton Disney, en Angleterre. Alors qu'un bénévole du club local d'histoire et d'archéologie recherchait des pièces anciennes et des broches, il a mis au jour un étrange dodécaèdre romain. Ce petit objet creux, composé d'un alliage de cuivre et présentant 12 faces pentagonales, était enfoui depuis 1700 ans, mais son état de conservation était étonnant. Plus de 30 spécimens similaires ont été retrouvés au Royaume-Uni, sans que personne ne sache avec certitude à quoi ils servaient. Certains avancent qu'il pourrait s'agir d'outils de mesure, ou de calendrier, tandis que d'autres y voient des objets rituels. Le groupe de Norton Disney estime pour sa part que ces dodécaèdres étaient probablement des symboles liés à des cérémonies religieuses, car la plupart ne présentent aucun signe d'usure lié à un usage. Et si je vous disais que les extraterrestres que nous imaginons tous comme de petits hommes verts pourraient en réalité ressembler à des terriens tout à fait normaux et se détendre en Europe? C'est la péninsule ibérique, et les personnes qui y vivent sont sous suspicion. Voici la raison. D'une manière ou d'une autre, des parties des artefacts les plus importants de la civilisation ibérique, appelés trésors de Villena, sont fabriqués à partir de métal qui ne peut tout simplement pas être trouvé sur Terre, car c'est du métal provenant d'une météorite. Abordons cela étape par étape.
Voici l'artefact lui-même, trésor de Villena, et il est composé de 59 objets différents. Des bols, des bouteilles et des bracelets. Y a-t-il un motif là, avec tous ces baies? Au total, la découverte pèse environ 9 kg, dont 8 kg sont en or de 23,5 carats. Si vous n'êtes pas un spécialiste du métal, je vais vous éclaircir cela tout de suite. À titre de comparaison, l'or 23K est composé à 95,8% d'or pur, donc l'or 23,5K est encore plus pur. Le pourcentage restant correspond à d'autres métaux qui aident à ajouter de la résistance et de la durabilité à l'alliage précieux. Il y avait aussi de l'argent, du fer et de l'ambre dans cet ensemble. L'artefact aurait pu être assez simple, mais pour ces deux-là, appelons-les imposteurs. Regardez ce bracelet en fer forgé et cette hémisphère creuse. Voyez-vous cela? Ces lignes rouillées sur l'hémisphère et la couleur étrange du bracelet se démarquent vraiment, puisque tout le reste est constitué du plus pur or. Tout a commencé en 1963, lorsqu'un chercheur a remarqué un métal sombre plombé parmi les bols et bouteilles brillants. Le métal était brillant à certains endroits et recouvert d'un oxyde d'apparence ferreuse qui était principalement fissuré. Pour que vous compreniez bien, l'or ne se comporte généralement pas de cette manière. L'or est l'un des métaux les moins réactifs. Il ne se ternit donc même pas, encore moins rouille. Pour déterminer d'où provenait ce fer suspect, les chercheurs ont utilisé la spectrométrie de masse, qui examine le rapport masse-charge des molécules. Leurs découvertes ont montré que le nickel dans le fer est similaire à celui que l'on trouve dans le fer météoritique. En termes simples, le bracelet et l'hémisphère sont d'origine extraterrestre. L'âge exact de ce trésor est difficile à déterminer, mais il est crucial. Nous devons connaître l'âge exact pour voir s'il coïncide avec le début de l'âge du fer dans la péninsule ibérique. Si c'est le cas, alors pas de questions supplémentaires ici. Mais si ça ne l'est pas, eh bien c'est pour le moins étrange, sinon suspect. Donc, il existe ce système des 3 âges. Il se compose de l'âge de la pierre, puis de l'âge du bronze, et enfin de l'âge du fer. L'âge de la pierre n'est pas important ici. Comparons les âges du bronze et du fer. L'âge du bronze a commencé lorsque l'on s'est rendu compte que la combinaison du cuivre et de l'étain produisait un matériau plus durable que chacun de ces métaux pris séparément. Cette ère était entièrement consacrée à de grandes améliorations des outils et des armes. Mais 2 inventions majeures se sont distinguées, les systèmes d'écriture et la roue. Puis vint l'âge du fer. Cette période était entièrement consacrée à l'introduction progressive du fer dans la vie quotidienne. Le fer était beaucoup plus facile à modeler en designs astucieux que le bronze. C'était important parce que le fer, surtout lorsqu'il était transformé en acier, apportait des améliorations significatives dans tous les aspects de la vie. Les outils devenaient plus légers, moins chers et plus résistants par rapport à leurs équivalents en bronze. Vous suivez? Parfait. Ainsi, les chercheurs ont longtemps débattu de savoir si le trésor remonte à l'ère post-argarique ou à la dernière partie de l'âge du bronze. La dernière étude affirme que ces artefacts ont été créés entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ. Et quelque chose ne colle pas vraiment. Tout d'abord, l'âge du fer a commencé environ 500 ans après la création de ces artefacts. De plus, les anciens artisans ne pouvaient pas savoir à l'époque comment travailler avec des métaux qui sont arrivés sur Terre il y a environ 1 million d'années. Et bien que les dates soient vraiment difficiles à expliquer, il existe une explication logique pour l'artisanat. La théorie ici est que ces métallurgistes avaient simplement accès à la météorite tombée. Et ainsi, ils pouvaient bien l'étudier et découvrir ses propriétés avant de l'utiliser à des fins décoratives. Ils auraient pu le découvrir par essai et erreur. Et une fois qu'ils savaient exactement comment travailler avec ce métal extraterrestre, ils ont procédé à orner les artefacts avec lui. De plus, il y avait les Phéniciens qui ont contribué à leur artisanat. Il est vrai que les peuples ibériques travaillaient le métal et fabriquaient de la poterie bien avant que les Phéniciens ne s'installent sur la péninsule. Mais l'arrivée de nouvelles techniques de travail des métaux et l'introduction du tour de potier leur ont permis de produire des biens de meilleure qualité beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors, nous avons découvert les origines extraterrestres des artefacts ibériques, mais devinez quoi? Cette zone est toujours suspecte. La raison en est la langue qu'ils parlaient. Vous voyez, pour la plupart des langues modernes utilisées aujourd'hui, il y aura toujours une proto-langue. Par exemple, pour l'italien, l'espagnol et le français, c'est le latin, d'où leur similitude. Mais attendez, l'ibérique était largement parlé, là où se trouve l'Espagne moderne.
Pourquoi l'espagnol n'y ressemble-t-il pas? La vérité, c'est qu'aucune langue aujourd'hui ne ressemble à l'ibérien, peut-être seulement le basque, mais c'est en raison de quelques similitudes trouvées dans leur système numéraux. Le basque est classé comme une langue isolée, ou simplement non apparentée à toute autre langue connue, et la seule langue isolée en Europe. La langue ibérienne est non classifiée. Bien que les écritures rédigées en elle aient été déchiffrées à divers degrés, la langue elle-même reste largement inconnue. Et regarde l'alphabet qu'avaient les Ibériens, on dirait qu'il n'appartient pas vraiment à notre planète. Oh, attends un peu, celui-ci pourrait être un peu tiré par les cheveux. Quand les Phéniciens sont arrivés sur la péninsule, ils ont apporté leur alphabet pour les Ibères. Mais honnêtement, les Ibères n'étaient probablement pas enclins à simplement copier le système d'écriture de quelqu'un d'autre, alors ils l'ont modifié jusqu'à ce qu'il paraisse complètement différent. Disons juste qu'ils ont pris un peu d'inspiration et s'en sont allés avec. Bien que les linguistes puissent deviner dans une certaine mesure comment la plupart des caractères sonnaient, traduire réellement la langue reste totalement impossible. La langue ibérique était non indo-européenne et a disparu il y a plus de 2000 ans, et il n'y a pas de langue similaire restante pour nous aider. Super frustrant, n'est-ce pas? Nous avons plus de 2000 inscriptions ibériques provenant de tombes, de pièces de monnaie, de poteries, de plaques de plomb, et même de gravures sur les parois des grottes. Mais à part une poignée de mots, nous sommes totalement dans le flou quant à leur signification. Si nous pouvions comprendre leur langue, nous aurions peut-être appris qu'ils étaient de grands penseurs et tout. Mais nous ne pouvons qu'admirer les œuvres d'art qu'ils ont laissées. La culture ibérique regorge de créations étonnantes réalisées par des artisans talentueux. Nous parlons non seulement de métallerie et de céramique, mais aussi de sculptures détaillées, de textiles, de bijoux et d'autres parures personnelles. Mais voici le hic. La fabrication de tous ces articles de luxe dépendait beaucoup d'une grande classe agricole. Au cœur de la société ibérique, la plupart des gens étaient impliqués dans l'agriculture et l'élevage du bétail. Selon l'endroit où vous vous trouviez, les types d'agriculture variaient. Par exemple, au nord, ils étaient entièrement consacrés à la culture des céréales, tandis qu'à Valence, ils se concentrèrent sur la production d'huile d'olive et d'autres aspects agricoles. À l'ouest, l'élevage était le centre d'intérêt. Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la vie quotidienne des nombreuses personnes effectuant ce travail essentiel. À l'inverse, nous en savons beaucoup sur la classe supérieure de la société ibérique qui contrôlait ses ressources agricoles et engageait les artisans. Dès le 7e siècle avant notre ère, nous commençons à observer un groupe de princes ibériques qui vivaient une vie de luxe, commerçaient avec les Phéniciens et profitaient d'objets de luxe sophistiqués. Vous pouvez reconnaître cette classe d'élite à travers leurs pratiques funéraires. La crémation était la méthode privilégiée pour les funérailles parmi les Ibères, et les individus riches étaient souvent trouvés dans les cimetières, avec toutes sortes de biens somptueux et de sculptures funéraires qui nous donnent un aperçu de la mode et des coiffures des riches. Fait intéressant, à partir du 6e siècle avant notre ère, il y a eu une baisse notable du nombre de sépultures reconnaissables, ce qui suggère que ces coutumes funéraires élaborées sont devenues plus exclusives à une petite élite. Pendant ce temps, le destin de la majorité, agriculteurs, artisans, soldats et ouvriers qui constituaient une grande partie de la population, reste en partie un mystère. Il s'agissait autrefois d'une civilisation assez avancée, mais elle a disparu sans laisser de traces. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à un énorme tremblement de terre, mais jusqu'à présent, nous n'en sommes pas sûrs. Grande nouvelle, le Père Noël existe vraiment et il ressemble à ça. Je sais, ce n'est pas exactement l'image que nous nous faisions du joyeux vieillard, mais une tombe récemment découverte pourrait être la preuve que nous attendions pour établir que Saint Nicolas a bel et bien existé, et qu'il était turc. Il s'avère qu'il n'était pas originaire du pôle Nord, il s'agissait d'un évêque au grand cœur du IVe siècle, célèbre pour les cadeaux qu'il offrait à tout le monde. La légende raconte qu'il serait né riche dans l'ancienne ville de Patara, dans l'actuelle Turquie, et qu'il aurait sillonné les campagnes pour venir en aide aux pauvres et aux malades. Pendant des siècles, cependant, les gens ignoraient s'il avait réellement existé. Certaines sources historiques affirment qu'il a été enterré à Mir, qui s'appelle aujourd'hui Demre, en Turquie. Depuis les années 80, des archéologues creusent autour de cette région pour tenter de trouver des preuves. Aujourd'hui, leur miracle de Noël s'est enfin réalisé.
Après avoir creusé à 183 cm de profondeur dans une annexe de l'église Saint-Nicolas, ils ont mis au jour une mystérieuse tombe en calcaire d'environ 2 mètres de long. S'ils sont presque certains qu'il s'agit de la dernière demeure de Saint-Nicolas, ils sont toujours à la recherche d'une inscription qui confirmerait son âge exact. Pour ce qui est du Père Noël fictif, la légende dit que sa maison se trouve en Laponie, en Finlande. En 2018, des archéologues ont fait une découverte intéressante qui leur a permis d'espérer qu'ils parviendraient à démontrer l'existence du Père Noël. Ils creusaient sur un site appelé Tainjaro lorsqu'ils sont tombés sur environ 200 fosses funéraires. Mais lorsqu'ils ont regardé à l'intérieur, ils n'ont trouvé aucune trace du Père Noël. En fait, il n'y avait aucun squelette humain, seulement des poteries et des ossements d'animaux. Personne ne sait donc vraiment ce qu'était cet endroit. C'est tout le contraire de ce qui s'est passé avec une équipe d'archéologues qui travaillait dans l'ancienne cité de Petra, en Jordanie. Depuis 2003, des rumeurs circulent sur l'existence de chambres cachées sous le célèbre monument qu'on appelle Al-Khazneh et que certains nomment le trésor. 21 ans plus tard, des chercheurs se sont enfin décidés à creuser et ont mis au jour une tombe intacte. À l'intérieur, ils ont trouvé au moins 12 squelettes humains et des objets dont l'âge est estimé à plus de 2000 ans. Des centaines de milliers de touristes se rendent à Al-Khazneh chaque année. La plupart d'entre eux s'y rendent probablement pour voir le site du Saint Graal dans le film Indiana Jones et la dernière croisade. Mais vous savez ce qu'il y a de plus curieux ? L'un des squelettes de la tombe tenait un calice en céramique qui ressemble énormément au Saint Graal. Vous vous souvenez probablement de l'incendie dévastateur qui a causé d'énormes dégâts à Notre-Dame de Paris en 2019. L'édifice, construit entre le XIIe et le XIIIe siècle, a dû être restructuré à cause de cet incendie. Mais les archéologues ont vu là une occasion en or de fouiller le site et de découvrir ses secrets cachés. L'équipe n'a été autorisée à creuser qu'à 40 cm sous la surface. Mais cela a suffi. Dès qu'ils ont retiré les dalles du sol et dégagé une fine couche de terre, ils ont repéré le sommet d'un cercueil en plomb. Ils ont ensuite découvert des sculptures de calcaire, dont des têtes et des torses grandeur nature. Au total, ils ont mis au jour plus d'1 millier de fragments d'œuvres d'art diverses. Des statues antiques ont été trouvées dans les endroits les plus inattendus, y compris dans un égout. En juillet 2024, des archéologues bulgares examinaient un égout romain dans la cité antique d'Hérakléa Sintika lorsqu'ils ont trouvé une statue en marbre d'Hermès, le messager des dieux grecs, mesurant près de 2 mètres de haut. Cette ville a été complètement dévastée et abandonnée après 2 tremblements de terre, l'un en l'an 388 et l'autre en l'an 425. Mais pour une raison ou pour une autre, ces tremblements de terre n'ont pas détruit cette statue. En fait, sa tête a été retrouvée en excellent état. La découverte d'œuvres d'art anciennes est certes fascinante, mais imaginez que vous tombiez sur une ville entière cachée dans la forêt amazonienne. À l'aide de lasers de haute technologie, des chercheurs ont découvert le site d'une civilisation perdue, comprenant des milliers de structures et tout un réseau de routes, de canaux et de maisons, le tout enfoui sous la jungle la plus dense. Cette cité a été construite il y a environ 2500 ans, dans une zone située à l'ombre d'un volcan. Il est d'ailleurs possible que ce dernier soit entré en éruption et ait détruit cette civilisation à une époque encore indéterminée. Il est difficile de dire exactement combien de personnes vivaient là, mais les experts estiment qu'elles y sont restées près d'1 millier d'années. Cette découverte prouve qu'il y avait d'immenses cités très organisées en plein milieu de l'Amazonie. Un événement similaire s'est produit à Campeche, dans le sud du Mexique. Un archéologue effectuait des recherches sur Internet lorsqu'il a accidentellement découvert une cité maya. Ce site, aujourd'hui appelé Valeriana, était immense, de la taille d'Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Elle comptait quelques pyramides, des terrains de sport, des amphithéâtres et des chemins reliant les différents quartiers. Grâce aux images satellites, les archéologues ont mis au jour toute une civilisation inconnue de l'âge du bronze. C'est en consultant des images aériennes qu'ils ont découvert une centaine d'établissements préhistoriques dans la plaine pannonienne, une région qui comprend une partie de l'actuelle Serbie et de la Hongrie. Les gens qui vivaient là sont aujourd'hui connus sous le nom de groupe du site de Tissa, et il semble qu'ils formaient une société assez bien organisée, habile à cultiver des aliments, à chasser et à pêcher. Google Earth a aidé une équipe à découvrir un mystérieux ensemble de 400 portes anciennes en Arabie Saoudite. Ces portes, disséminées dans le désert, auraient été construites il y a plusieurs milliers d'années. Elles sont faites de pierre et disposées en des configurations bizarres qui ont laissé les archéologues perplexes. Elles n'ont pas l'air d'avoir eu une fonction funéraire, ni d'avoir été érigées pour abriter des personnes.
nous n'avons donc toujours aucune idée de ce dont il s'agit. La technologie est en train de bouleverser l'archéologie. Grâce à l'intelligence artificielle et à un concours doté d'un prix d'1 million de dollars, nous avons enfin pu déchiffrer une partie d'un manuscrit ancien, illisible et très endommagé. Les rouleaux d'Herculanum ont été découverts par des ouvriers qui fouillaient la ville antique d'Herculanum, près de Pompéi, en 1752. Mais leur état était tel que, pendant des années, on les a considérés comme indéchiffrables. Heureusement, l'intelligence artificielle a contribué à dévoiler leurs secrets. Sur la base des études réalisées jusqu'à présent, les experts pensent donc que l'un de ces rouleaux a été écrit par un philosophe qui privilégiait les plaisirs, comme la musique et la gastronomie, par rapport à tout le reste. Stonehenge, en Angleterre, est sans aucun doute l'un des lieux les plus mystérieux de la planète. Certaines théories suggèrent même qu'il a été construit par des extraterrestres. Après plus d'un siècle de recherche, les archéologues n'ont toujours pas compris comment il a été conçu. Vous voyez ce grand autel au milieu ? Il s'avère qu'il vient tout droit d'Écosse. C'est assez incroyable, étant donné que ce bloc de grès massif pèse plus de 6 tonnes et que les personnes qui ont construit Stonehenge il y a plus de 4000 ans ne disposaient ni de roues ni d'outils modernes. Les océans regorgent également d'objets étonnants. En 2013, une mystérieuse épave a été découverte à environ 6 mètres sous l'eau au large des côtes du Kenya. À l'époque, personne ne savait d'où elle venait. Mais aujourd'hui, les chercheurs sont presque sûrs qu'il pourrait s'agir d'un navire de la flotte de Vasco de Gama. Vous savez, le célèbre navigateur portugais, surtout connu pour avoir été le premier à naviguer de l'Europe à l'Inde en contournant le cap de Bonne-Espérance, en Afrique. Si cela se confirme, cette épave pourrait être l'une des plus anciennes épaves européennes retrouvées dans l'océan Indien. Les trésors anciens peuvent prendre de nombreuses formes, y compris celle d'une bouteille. Récemment, des archéologues norvégiens ont découvert un message vieux de 150 ans dans une bouteille lors de l'excavation d'un tumulus viking. Cette bouteille contenait une lettre écrite par Anders Lorange, un archéologue ayant travaillé sur le site dans les années 1800, ainsi que sa carte de visite et quelques pièces de monnaie enveloppées dans du papier. La lettre contient quelques informations sur les fouilles, mais il semble que Lorange se soit trompé sur certains points, par exemple sur le nombre exact de boucliers vikings découverts. À la fin de la lettre, il a ajouté une note personnelle en caractères runiques. « Emma Gad, ma petite amie ». Cette lettre nous a donc permis de mieux comprendre l'histoire avec un grand H. Un fragment de côte de baleine a récemment été découvert dans une mine de Caroline du Nord. Cela pourrait sembler anecdotique. Pourquoi une baleine ne pourrait-elle pas être un mineur de fond, après tout? Cependant, ce morceau fournit aux scientifiques une opportunité rare d'étudier les interactions entre des requins préhistoriques et des baleines datant de 3 à 4 millions d'années. Ce fragment de côte présente 3 marques de dents, révélant que cette baleine a été mordue par un animal possédant des mâchoires extrêmement puissantes. D'après l'espacement des marques, qui atteint près de 6,3 cm, il est possible qu'il s'agisse d'un requin à grandes dents, tel que le mégalodon, ou d'une autre espèce de requin ayant vécu à cette époque. La courbure de la mâchoire du requin indique que l'animal était relativement petit, avec une taille estimée entre 4 et 6 mètres. Quant à la baleine, elle semble avoir été l'ancêtre d'une baleine bleue ou à bosse. Les chercheurs sont stupéfaits. Il est rare de trouver des traces d'interaction et de comportement animal aussi bien préservés sous forme fossile. Après avoir analysé l'échantillon, ils ont conclu que ce requin avait dû repartir avec une bouchée conséquente, mais que la baleine avait survécu, car la majeure partie du fragment fossile était recouverte d'os métaplastiques. Cette matière osseuse se forme rapidement en réponse à une infection localisée. Il n'est pas particulièrement robuste et est ultérieurement remodelé par le corps en tissu osseux compact, un processus qui prend du temps. La présence de cet os indique que la guérison était incomplète, et la baleine est décédée 2 à 6 semaines après cette rencontre malheureuse. Toutefois, il est également possible que sa mort ne soit pas directement liée à l'infection et à la blessure. Seuls quelques fossiles témoignent de telles interactions entre animaux anciens. On retrouve souvent des marques de morsures sur les fossiles, indiquant où l'animal est décédé et où sa carcasse a été dévorée. Mais ce vestige est l'un des rares à illustrer non seulement une blessure infligée par un autre animal, mais aussi à démontrer que la proie a survécu. Tous les fossiles suscitent l'enthousiasme des paléontologues. Et oui, ces gens devraient peut-être sortir de chez eux plus souvent. Mais certains fossiles peuvent sembler terrifiants aux yeux du grand public. Prenez par exemple cette image montrant des bras tentaculaires et des têtes octogonales. Lors de sa première apparition dans les médias, de nombreux internautes ont avancé qu'il s'agissait d'un organisme ancien, venu de l'espace. D'autres
ont estimé que toute l'histoire n'était qu'une imposture. Pourtant, l'image est aussi authentique que le fossile. Ce fossile est connu sous le nom de plaque de mortalité, une représentation fossilisée d'un événement d'extinction massive touchant une ou plusieurs espèces. En réalité, ce fossile renferme plus d'une douzaine de spécimens d'un type d'organisme marin appelé crinoïde. Contrairement à leur apparence, les crinoïdes n'étaient pas des plantes mais des animaux marins. Cette espèce particulière vivait profondément sous l'eau, sur le fond océanique. Les crinoïdes étaient apparentés aux étoiles de mer, aux oursins et aux ophiures. Ces créatures pouvaient s'ancrer au fond marin grâce à des tiges composées de disques flexibles et poreux, reliés par des tissus mous. Ces tiges étaient creuses et abritaient le système nerveux de l'animal. Les crinoïdes absorbaient l'oxygène par le biais de pieds tubulaires à parois fines. Généralement, ces animaux mesuraient plus de 20 cm de long et possédaient 5 bras ornés de structures semblables à des tentacules plumeux. Ils se nourrissaient de plancton et de matière organique à la dérive. Bien que ces découvertes fossiles soient tout à fait fascinantes, peu de créatures dont nous avons les fossiles ont autant intrigué les scientifiques que le monstre de Tully. Cette étrange créature marine présentait un museau denté ressemblant à une trompe et des yeux écartés le long d'une tige rigide. Mais le plus étrange, c'est qu'il demeure impossible à classer. Depuis la découverte du monstre en 1966, les chercheurs ont envisagé diverses hypothèses concernant son identité, telles que des vers segmentés, des limaces nageuses ou des créatures primitives ressemblant à des anguilles. Plus récemment, certains ont tenté de le relier à des espèces de poissons dépourvus de mâchoires et dotés d'une structure semblable à une colonne vertébrale. Une équipe de scientifiques japonais a utilisé des scanners laser haute résolution pour analyser en 3 dimensions l'anatomie des fossiles du monstre de Tully. Ils en ont conclu que ce fossile énigmatique pourrait finalement être celui d'un invertébré. Toutefois, l'identité véritable de cette créature est toujours indéterminée. Dans les années 1950, un chasseur de fossiles amateur nommé Francis Tully découvrit l'empreinte étrange d'un organisme en forme de torpille, avec une immense nageoire caudale dans les gisements fossilifères de Mason Creek, en Illinois. N'ayant jamais observé de créature semblable, Tully rapporta sa découverte au Musée Field d'histoire naturelle de Chicago. Les paléontologues de l'institution furent également déconcertés. Depuis lors, les scientifiques n'ont toujours pas réussi à situer cette créature sur l'arbre phylogénétique. En 1741, l'explorateur et capitaine Vitus Jonasson Bering dirigea une expédition visant à cartographier la côte de l'Alaska. Le navire sur lequel il se trouvait fit naufrage sur ce qui est devenu l'île de Bering. La moitié de l'équipage survécut grâce à la découverte d'une énorme vache de mer, ou Hydrodamalis gigas. Avec la viande de ces animaux pour leur donner des forces, les marins parvinrent à construire un petit radeau à partir des débris et à rentrer chez eux. Au cours du voyage de retour, un scientifique au sein de l'équipage consacra son temps à documenter les animaux et les plantes découverts. La vache de mer était particulièrement remarquable car sans elle, l'équipage n'aurait pas survécu. Ces animaux mesuraient plus de 8 mètres de long et pesaient environ 10 tonnes. Toutes les vaches de mer appartenaient à l'ordre des Sirenia, des mammifères marins plus proches des éléphants que des vaches. Le savant les décrivit comme ayant la peau noire, une petite tête et des membres antérieurs trapus. Ces vaches de mer flottaient à la surface de l'eau en se nourrissant d'algues. Une fois l'existence de ces animaux rendue publique, les expéditions de traite de fourrure ont commencé à exploiter ce dépôt très pratique en route. Les vaches de mer, étant très dociles et faciles à chasser, ont été exterminées à peine 27 ans après que le scientifique en a eu parlé. Cependant, ce n'est pas la partie la plus triste. Les archives fossiles révèlent une histoire beaucoup plus sombre. Des fossiles ont ainsi été retrouvés à travers le monde, du Japon jusqu'au Mexique. Cela indique que ces animaux prospéraient autrefois dans les vastes champs de varech qui entouraient l'ensemble du bassin Pacifique Nord. La population réduite découverte par l'expédition constituait probablement les derniers vestiges d'une population beaucoup plus grande et en bien meilleure santé. Il est fort probable que la chasse pratiquée par les populations aborigènes avait déjà réduit le nombre de ces animaux à un niveau proche de l'extinction. Le coup fatal aura été porté par les chasseurs occidentaux. Aujourd'hui, les proches parents encore vivants de ces anciennes vaches de mer sont rarement chassés, mais ils sont eux-mêmes menacés d'extinction. Pour certains, ce fossile étonnant peut paraître quelque peu troublant. Les numulites sont les fossiles d'animaux dont le nom signifie « petite pièce » en latin. Ces créatures vivaient et prospéraient dans une mer chaude et peu profonde, qui recouvrait une partie de l'Égypte il y a environ 40 millions d'années. Le nom « numulites » laisse entendre que les plus grands spécimens étaient particulièrement prisés à travers l'histoire. Et dans le folklore égyptien,
Ils sont même surnommés la monnaie des anges. Ces créatures possèdent une structure simple et unicellulaire, qui contraste avec leur squelette extrêmement complexe. Observez cette série de spirales superposées. Chaque spirale est divisée en d'innombrables chambres minuscules, et les nummulites peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de diamètre. Pourtant, ce sont des fossiles d'animaux unicellulaires, apparentés aux amibes. Comment ont-ils donc pu atteindre une telle taille? La raison pourrait se trouver dans leur relation symbiotique avec d'autres organismes plus petits. Pour les espèces modernes, ces symbiotes sont des algues unicellulaires dorées, appelées diatomées. Les coquilles des nummulites étant relativement transparentes et plates, elles offrent une grande surface pour la lumière nécessaire à la photosynthèse des diatomées. Pour des raisons encore débattues par les scientifiques, la présence de symbiotes végétaux chez les animaux marins favorise la croissance d'un squelette calcaire chez les hôtes. Ainsi, la taille colossale des nummulites en Égypte pourrait être attribuée à leur étroite relation avec des diatomées symbiotiques. Cela vous semble plausible? Fait intéressant, les espèces de nummulites ont évolué très rapidement, et leurs fossiles se sont altérés d'une couche de sédiments à l'autre. Ainsi, le calcaire utilisé pour les pyramides de Gizeh est si riche de ces fossiles qu'il est désigné sous le nom de calcaire nummulitique. Ce calcaire contient également deux types de nummulites, les petites lentilles des esclaves et les grandes monnaies des anges. Cependant, il ne s'agit pas de... Les étés au Moyen-Orient sont si intenses qu'ils transforment radicalement le paysage, faisant ressurgir d'anciennes cités oubliées. En 2018, une ville construite par un mystérieux empire le long du fleuve Tigre a été libérée de son piège aquatique. Les archéologues se sont précipités sur le site, ne voulant pas manquer cette occasion unique de fouiller et d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette cité. Ils pensaient avoir découvert Zakiku, une ville de l'âge du bronze, fondée il y a plus de 3000 ans et submergée dans les années 80 lors de la construction du barrage de Mossoul. Autrefois un centre caravanier prospère du royaume Mitanni, elle disposait d'eau en relative abondance, une ressource rare dans la région, garantissant ainsi son succès. Les connaissances sur ce royaume demeurent limitées, car aucune chronique écrite n'a été trouvée lors des fouilles. C'est pourquoi les archéologues étaient enchantés de découvrir le palais complet, autrefois occupé par leur souverain. Quelques années plus tard, après un nouvel assèchement de la région, ils ont mis au jour des fortifications protégeant la ville des envahisseurs. La découverte majeure de leur expédition fut un immense entrepôt public contenant des marchandises et des récoltes, des piles de blé et d'orge, ainsi que des métaux et du bois importés. Le pain constituait l'aliment de base des habitants, qui préparaient également de grandes marmites de soupe et des ragoûts de légumes. Chaque foyer élevait des moutons, des chèvres, des vaches et des porcs, assurant une source régulière de lait et de viande pour les grandes occasions. Toutes les constructions découvertes jusqu'à présent ont été édifiées à partir de briques en terre crue. Les murs, submergés pendant plus de 40 ans, sont remarquablement bien préservés, comme s'ils avaient été engloutis l'avant-veille. Le palais royal se distingue par sa taille, ses murs plus épais, et ses pavés également faits de briques de boue cuites et scellées pour être imperméables. Le souverain devait entretenir de bonnes relations avec celui du Grand Empire, dont Zakiku était tributaire. Les commerçants de la ville collectaient des poutres de bois qu'ils entreposaient. Celles-ci provenaient des forêts des montagnes situées au nord et à l'est de la Mésopotamie, et étaient acheminées par le Tigre. Les marchands venaient y écouler leurs marchandises avant de traverser le fleuve vers les régions frontalières. Zakiku aura été un centre de commerce prospère pendant environ 6 siècles, jusqu'à ce qu'un séisme dévastateur la frappe en 1350. Les archéologues ont retrouvé 5 vases en céramique contenant plus de 100 tablettes d'argile, fabriquées peu après le séisme. Il est presque miraculeux que ces petites tablettes d'argile non cuites aient ne survécu sous l'eau pendant des décennies. Les créateurs de ces tablettes ont gravé des notes sur l'argile encore humide, traitant de sujets tels que l'inventaire des nouvelles récoltes, ou témoignant de leur correspondance avec d'autres royaumes. Une fois les notes gravées, ils les laissaient sécher au soleil. Les scribes devaient également apprendre de nouvelles langues afin que les messages puissent être compris par des personnes étrangères à la cité. Les chercheurs pensent que les tablettes découvertes faisaient partie d'une archive privée. Ils espèrent pouvoir déchiffrer ces textes afin d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire de Zakiku et de son royaume après ce séisme dévastateur. Les dégâts infligés au bâtiment étaient tels qu'il était impossible de redonner à Zakiku sa splendeur passée. Les éventuels survivants ont été contraints de quitter la ville. Des décennies plus tard, les Assyriens, également originaires de Mésopotamie, se sont établis sur ces ruines. Ils ont érigé leurs propres habitations en utilisant les structures préexistantes comme enceintes extérieures.
Toutefois, leur présence n'aura duré que 50 ans avant qu'ils ne décident de bâtir une nouvelle capitale sur des terres plus fertiles, espérant ainsi prospérer grâce à l'agriculture. Les archéologues qui travaillaient à Zakiku ont dû interrompre leurs fouilles lorsque le niveau de l'eau est remonté, submergeant de nouveau la ville. Ils ont protégé les ruines en les recouvrant de feuilles de plastique étanches, puis de pierres et de gravier, espérant ainsi les préserver de l'érosion aquatique et éviter leur disparition totale. Conscient de l'importance cruciale de l'eau du barrage pour la région, ils prévoient de reprendre les fouilles dès que l'eau se sera de nouveau retirée. Il y a environ 1600 ans, une communauté florissante vivait le long de la rivière Nia, au cœur de ce qui est aujourd'hui le désert du Taklamakan, en République populaire de Chine. Cette rivière, alimentée par la fonte des neiges des montagnes, serpentait à travers le désert sur des kilomètres. Après 3 ans de travail acharné, les archéologues sont parvenus à exhumer 8 tombes, où la chaleur désertique avait parfaitement conservé les vêtements et les objets qu'elles contenaient. Les personnes inhumées devaient appartenir à l'ancienne cité de Nia, un centre autrefois prospère du royaume, situé sur la route de la soie, et qui abritait plus de 3000 âmes avant d'être englouti par les sables du désert. Les ruines de Nia n'ont été découvertes qu'en 1901. Depuis, des scientifiques du monde entier ont tenté de percer les secrets de cette cité. Les tombes découvertes à la fin du XXe siècle semblent avoir appartenu à des membres de l'élite, comme en témoignent les objets luxueux retrouvés. Un carquois et un arc, des pointes de flèches en métal, des boucles d'oreilles en or, un collier de perles de verre, une boîte laquée contenant un peigne, du maquillage et un nécessaire de couture. De la soie de très haute qualité a également été retrouvée, avec des couleurs éclatantes comme le vert et le jaune, demeurées étonnamment intactes. Le tissu comportait également des caractères chinois, citant des ouvrages historiques, ce qui a permis aux scientifiques de dater sa fabrication. Plus tard, les archéologues ont mis au jour un vaste site d'habitation et ont dégagé 3 bâtiments en ruine. Il faudra probablement encore de nombreuses années pour comprendre pourquoi la ville a périclité et ce qu'il est advenu de ses habitants. Des archéologues saoudiens et français ont uni leurs efforts près de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, et y ont découvert une ancienne colonie datant de 8000 ans. Ils ont eu recours à des technologies de pointe, telles que la numérisation laser, les drones et la photographie aérienne pour révéler ce trésor de l'ère néolithique. Dans ce site archéologique important, ils ont excavé un temple de pierre, les vestiges d'un autel et plus de 2000 sépultures, offrant ainsi un précieux aperçu des anciens rituels. L'équipe a également découvert les fondations de 4 bâtiments imposants, des tours d'angle et des cours extérieures, toutes dotées de réservoirs souterrains pour stocker l'eau destinée à l'agriculture. Un ingénieux système d'irrigation, comprenant des canaux et des citernes, permettait à la ville de prospérer dans l'un des déserts les plus arides au monde. Des dessins rupestres, gravés à même la montagne voisine, illustrent la vie quotidienne des habitants. Les fouilles, en cours depuis plus de 40 ans, continuent de révéler de nouveaux artefacts, offrant toujours plus de réponses aux questions des chercheurs. Des pêcheurs ont découvert des ossements, des outils et des artefacts datant de 9000 ans au fond de la mer du Nord. Des archéologues et des paléontologues britanniques et néerlandais se sont précipités pour examiner ces découvertes, espérant y découvrir des traces du Doggerland submergé. Ils n'ont pas été déçus et ont même découvert des empreintes parfaites laissées par les hommes du Mésolithique. Il y a 12 000 ans, lors de la dernière grande période glaciaire, les îles britanniques n'étaient mais pas du tout des îles. Elles faisaient partie d'une vaste terre composée de collines, de marécages et de forêts denses qui les reliaient au continent européen. Cette terre, appelée Doggerland, abritait une société de chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Cependant, avec la fonte des glaciers, le niveau de la mer a commencé à s'élever à une vitesse d'1 à 2 mètres par siècle, forçant les habitants à migrer vers les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Angleterre et aux Pays-Bas. Les experts ont alors décidé d'explorer l'histoire de Doggerland en exploitant les données fournies par les compagnies pétrolières opérant en mer du Nord. Jusqu'à présent, ils ont créé des modèles numériques représentant les 47 000 km² que couvrait Doggerland avant sa submersion. Ils doivent encore analyser des échantillons d'anciens insectes et de plantes préhistoriques ainsi que l'ADN des animaux retrouvés pour obtenir une image complète. Imagine you are walking to your car in the morning, but there is a problem. Your vehicle is not sitting neatly by the side of the road. Its rear end is sticking out of a gaping hole. This is what happened to a Queens resident, New York, back in 2020.
A sinkhole had swallowed his SUV overnight. Events like this are nothing out of the ordinary in many parts of the globe. But sometimes, sinkholes can hide unspoken beauty inside them. In East Asia, a recent find stunned the scientific community. Cave explorers came across a colossal sinkhole that concealed an ancient forest. It is located in a province, Guangxi Zhuang, close to the north of Vietnam, the Lê County, where researchers discovered the hidden forest is already famous worldwide for sinkholes. This one brings the number to 30. They are scattered over an area the size of 3 Gibraltars. This is just a tenth of the total number of sinkholes in the whole country. The name Tiankeng for these large holes in Earth's surface translates as sky holes or heavenly pits. The dimensions of the new sinkhole are impressive. It is over 1,000 feet long, and it's pretty deep too. You could fit the Great Pyramid of Giza 1.5 times inside it. The sinkhole's total volume matches that of 2,000 Olympic swimming pools. The exploration team had to hike for hours to reach the bottom. It was all worth it in the end. They discovered a pristine underground forest that had no trace of human activity. Scientists estimate that the plants date back to the time of the dinosaurs. The foliage reached to the explorers' shoulders. Some trees were 2 times taller than the Hollywood sign. This discovery was amazing, but not entirely unexpected. Geologists were familiar with this type of landscape. In this part of East Asia, karst topography is pretty common. The word is Slavic in origin. Since the late 19th century, geologists have been using it to describe barren limestone regions. This type of landscape features fissures in the ground, caves, underground streams, and, of course, sinkholes. Karst forms in parts of the world with heavy rainfall. The water dissolves materials such as limestone or dolomite. This creates a scenery that many people describe as wild beauty. Karst terrains have a practical purpose as well. They are ideal for storing water that humans can drink. Around 700 million people around the world use these karst aquifers as their primary water source. In the United States alone, 40% of the groundwater used for drinking comes from them. Springs of Florida and the Mammoth Cave in Kentucky are just some of the most famous karst areas. Geologists classify around 1/5 of the U.S. land surface as karst. This type of terrain exists on other continents as well, in the Caribbean, Europe, Australia, and Asia. Due to local differences in climate and geology, karst doesn't appear the same everywhere. In the Spanish province of Malaga, the landscape consists of barren rock. This is what the karst regions of Italy, Slovenia, and Montenegro also look like. In East Asia, the landscape over the karst is green. This is because of the humid tropical climate. Sinkholes and cave entrances are usually hidden behind lush vegetation. The region's unique appearance got it inscribed on the UNESCO's World Heritage List in 2007. The world's second most populous country is home to 2/3 of the planet's natural occurring sinkholes, Tiankengs. They start to form when rainwater seeps into cracks in the limestone. Over time, the gaps widen as more and more material is washed away. At one point, the ground above the limestone becomes unstable. The end result is the collapse of the surface layer. This happens suddenly and without prior warning signs. Once a hole forms in the ground, water starts filling it up. Another way for a sinkhole to form is the existence of an underground cave. Its roof can collapse. The shape of such sinkholes resembles a funnel. It is wider at the opening on the top and narrower near the bottom of the pool. The most famous of these sinkholes are cenotes. They occur naturally on the Yucatan Peninsula in Mexico. The region is home to more than 2,000 cenotes. They are all former caves whose roofs had collapsed at some point in time, and they are filled with fresh water. The local people have been using them as water sources for thousands of years. The ancient Mayas gave them mystical symbolism. For them, the cenotes were passageways to the other world. In reality, they are just a feature of karst terrain. Sinkholes that form in regions with abundant rainfall and limestone beneath the surface soil. The depth of a sinkhole can vary significantly. The smallest are barely 3 feet deep.
When it fills up with water, it turns into a pond. A large lake can form in the place of a large sinkhole. One example is the Red Lake in Croatia. The most impressive thing about it are the steep cliffs that rise above the lake. They are nearly 800 feet tall. The world's biggest and deepest sinkhole, Zhaoshai Tiankeng, lies in the vicinity of the Yangtze River. The outside world discovered it only in 1994. The hole is so deep that you could stack up 7 statues of liberty inside it. During the rainy season, a waterfall cascades from the pit's mouth into a cave system at the bottom. But not all sinkholes fill up with water. This was the case with the newly discovered giant sinkhole in Asia. It developed its own ecosystem. The high humidity and low temperature inside it were perfect for plant life to thrive. The very bottom of the hole is connected to an underground water flow. Scientists discovered 72 species of rare wild plants in the area. They are in danger of disappearing on the surface. But inside the sinkhole, they have found the perfect conditions for growth. The enormous opening in the ground is essentially a wildlife refuge. This was confirmed in 2021. That's when biologists discovered 2 species in the Yunnan province that they previously thought had gone extinct. Who knows what other animal and plant species are still hiding in there? Exploring these underground cave systems can be quite dangerous. They are often home to venomous snakes and mosquitoes. Even descending into a sinkhole is perilous. The cliffs are steep and stones are often very sharp. That's why the exploration of sinkholes in Asia is going slower than research would like. The sinkholes I've mentioned so far have all formed naturally. Erosion is the main process behind their creation. But the ground can also open because of human activity. Everything from a construction site to a leaking sewer pipe can cause the earth to give way. Sinkholes in urban areas pose a risk to infrastructure. One of the most famous examples of this happened in Japan in 2016. A busy street in downtown Fukuoka collapsed near the main train station. The sinkhole severed power lines and pipes that lay underground. Luckily, no one was injured. The diligent Japanese engineers repaired the damaged road section in just 48 hours. The biggest issue with sinkholes is that you never know when and where they are going to open. The best tool that geologists have for detecting underground cavities is ground-penetrating radar, GPR. It resembles a land mower. The operator goes up and down a troubled area to scan the ground underneath. The radar sends out impulses that detect any contrast between different materials. It feeds back this info in the form of a 2D or a 3D image. Once engineers detect a potential sinkhole, they use different techniques to stabilize the ground above it. The simplest method is called grouting. It involves filling the hole so it won't collapse. The most common materials are polyurethane foam and cement. The alternative is to lift a structure above the sinkhole. This technique is called underpinning. Workers drive steel rods into the load-bearing deeper layer of soil. This is the same construction method engineers use to erect stilt houses above the waterline. Les êtres humains investissent beaucoup de temps et d'argent dans l'exploration de l'inconnu. D'abord l'espace, puis les fonds marins. Mais il nous reste une autre frontière à conquérir. Les scientifiques l'appellent la frontière profonde. Je veux parler de l'endroit le plus profond que nous ayons atteint en chemin vers le noyau terrestre. Dans les années 60, nous avons tenté de creuser le trou le plus profond jamais réalisé sur Terre. Cela nous a menés loin dans le cercle arctique. Ce qui porte aujourd'hui le nom de forage profond de Kola est également le point artificiel le plus bas de la planète, à 12 262 mètres de profondeur. Il a fallu 20 ans pour creuser aussi profondément dans la croûte terrestre, et les chercheurs estiment que nous n'avons atteint qu'environ un tiers de la distance qui nous sépare du manteau. Voici comment se présente notre planète. Si la Terre était comme un oignon, la croûte terrestre est comme la peau épaisse de cet oignon. Cette partie ne fait que 40 km d'épaisseur. Au-delà se trouve le manteau, profond de 2900 km. Et après ça, en plein centre de la Terre, nous avons le noyau, qui est composé de 2 couches, une couche interne et une couche externe. Savez-vous où se trouve la croûte la plus fine de la planète?
au fond de l'océan. Lorsque les scientifiques américains ont compris cela, ils ont commencé à forer des trous dans le plancher océanique. C'est ainsi qu'est né le projet Mohole. Il a débuté en 1961, mais la technologie dont nous disposions à l'époque pour forer de profonds trous dans l'océan était très rudimentaire. Il a fallu improviser. Ils ont installé un système de propulseurs sur les côtés de leur navire de forage afin de le stabiliser au-dessus du trou. Le principal défi consistait à forer le plus verticalement possible. Sinon, ce trou profond aurait ressemblé à un labyrinthe. Le projet du forage profond de Kola et le projet Mohole ont tous deux été officiellement abandonnés dans les années qui ont suivi. Cependant, l'être humain a construit des ouvrages souterrains relativement profonds. En 1963, un homme turc qui faisait des rénovations dans son sous-sol a découvert un tunnel. L'entrée de ce tunnel menait à d'autres passages qui formaient tout un réseau de salles et de chambres. Il ne le savait pas, mais il venait de découvrir Derinkuyu. Cette ville disparue mesurait près de 18 étages ou 61 mètres de profondeur. Elle était suffisamment grande pour accueillir 20 000 personnes et se trouvait tout simplement sous la Cappadoce, en Turquie. La Cappadoce abrite des centaines d'habitations souterraines. 40 de ces villes souterraines ont au moins 2 étages. Cependant, aucune n'est aussi grande que Derinkuyu. Il n'existe pas beaucoup de récits historiques sur les origines de Derinkuyu. Certains pensent que la partie la plus ancienne du complexe a été creusée vers 2000 avant J.C. par les Hittites. Les Hittites étaient une civilisation indo-européenne. Ils furent l'une des premières grandes civilisations de l'âge du bronze en Asie occidentale. Les chercheurs pensent qu'ils ont construit cette ville souterraine pour se protéger des invasions. D'autres pensent que ce sont en fait les chrétiens qui ont construit cette ville au cours des premiers siècles de notre ère. Selon eux, elle aurait été construite pour protéger les habitants des variations de température extrêmes, chaleur intense en été et froid glacial en hiver. D'un point de vue géologique, le terrain sous la Cappadoce est idéal pour la construction. Les roches sont tendres, ce qui facilite le forage de tunnels. Pour cette même raison, les grandes cavités souterraines sont fragiles. C'est pourquoi la plupart des salles sont soutenues par des piliers. Heureusement, aucun des sols de Derinkuyu ne s'est jamais effondré. Les bâtisseurs de Derinkuyu avaient tout prévu. La ville était isolée du monde par d'énormes rochers qui dissimulaient son entrée. Elle était ventilée par plus de 15 000 puits d'aération d'environ 10 cm de large. Cela garantissait une ventilation suffisante dans les niveaux supérieurs, qui finirent par être utilisés comme pièces à vivre et chambres à coucher. Les niveaux inférieurs de cet impressionnant labyrinthe servaient principalement à l'entreposage. Mais à vrai dire, rien ne manquait. Une salle pour un pressoir à vin, pour les animaux domestiques, de petits édifices religieux. Ils n'ont certainement pas ménagé leurs efforts pour rendre cette ville souterraine aussi complète qu'une ville construite à la surface. En parlant d'ouvrages souterrains impressionnants, la Suisse possède le plus long tunnel du monde. Il se trouve dans le massif du Saint-Gothard. Ce tunnel d'une taille impressionnante a été construit à plus de 2440 mètres sous la surface. Voici à quoi ressemble le tunnel du Saint-Gothard. L'idée de sa construction fut avancée dès 1947. Mais les travaux ne commencèrent officiellement qu'en 1999. Il a fallu des années pour approuver le projet, puis trouver l'emplacement idéal. Malgré cela, les 73 types de roches différents qui composent le massif ont fait de cette construction un véritable défi. Certaines roches étaient aussi dures que du granit, d'autres aussi tendres que du grès. Il a donc fallu adopter différentes approches et utiliser différents équipements pour que l'ensemble ne s'effondre pas. Au total, environ 28 millions de tonnes de roches ont dû être excavées pour permettre l'aménagement du tunnel. Un chantier à une telle profondeur souterraine a posé de nombreux défis. Plus les ouvriers s'enfoncèrent dans la montagne, plus la température augmentait. En l'absence de ventilation naturelle, la température pouvait grimper jusqu'à 46 degrés Celsius, rendant les conditions de travail très difficiles. Le tunnel s'étend sur 56 km d'un bout à l'autre. Pendant la construction, il a fallu utiliser 4 énormes tunneliers, également appelés taupes, pour percer le massif. Chacune de ces taupes mesurait environ 426 mètres de long. Mais c'était l'une des meilleures solutions, car ces machines limitent les perturbations du sol environnant et permettent d'obtenir des parois lisses.
Saviez-vous que le sous-sol le plus profond du monde se trouve sous l'Opéra de Sydney, en Australie? Le bâtiment s'enfonce autant sous terre qu'il s'élève au-dessus du sol. Mais ce sous-sol ne sert pas uniquement de fondation à l'opéra. Il s'agit en fait d'un parking. Ce parking unique s'enfonce à 36 mètres sous terre, soit 12 étages de profondeur, alors que les parkings ne comptent généralement que 4 ou 5 étages. Mais ce n'est pas tout ce qui le rend unique. En effet, s'ils avaient décidé de construire un parking rectangulaire classique, ils auraient perdu une multitude de places de stationnement. Comme ils souhaitaient optimiser l'espace disponible, ils ont dû imaginer une structure exceptionnelle. Tout d'abord, ils ont creusé une caverne artificielle pour rendre ce rêve possible. Ensuite, ils ont dû concevoir un plan. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un sous-sol en forme de beignet, ou ce que les ingénieurs appellent une double hélice. Cette conception a surpris la communauté des ingénieurs par son approche innovante. Cependant, cela a fonctionné. Aujourd'hui, il y a de la place pour plus d'1 millier de voitures, ce qui semble tout à fait approprié pour un opéra. Étonnons-nous encore une fois. Il faut jusqu'à 1 heure pour atteindre certaines structures souterraines. Prenons l'exemple de la mine d'or de Mponeng, en Afrique du Sud, située à environ 4 km sous la surface. Vous vous dites, sans doute, il ne s'agit que de 4 petits kilomètres, pourquoi faut-il 1 heure pour y arriver? Mais les conditions y sont extrêmement difficiles. Pourtant, Milan Ludena, un coureur équatorien, a réussi à courir un semi-marathon dans ces conditions, malgré une température de 40 degrés Celsius, un taux d'humidité de 80% et une pression atmosphérique de 1,4. C'est la pression que l'on ressent à 5 mètres sous la mer. Incroyable.